Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est mardi, c'est le plus beau jour de la semaine évidemment parce que c'est le MLR Show bien sûr. On est ensemble pour, allez, une heure à peu près pour revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end en Major League Rugby. J'espère que vous allez bien. C'est le plus beau soir de la semaine, hein, je le disais. Alors bon, peut-être que j'exagère un peu avec les supporters parisiens qui doivent penser un petit peu à autre chose. C'est pour ça qu'on est un peu en avance ce soir. Donc ceux qui sont là, bravo à vous, félicitations. Et surtout, merci, bien évidemment. J'apparais à l'écran, me voilà, bonsoir. J'espère que vous allez bien en une nouvelle fois. J'ai la malchance, ou la chance, je ne sais pas, d'être seul ce soir, abandonné lâchement par mes comparses des Outsiders TV. Sachez que du coup, je ne suis que plus reconnaissant à ceux qui sont présents. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous le savez, le MLR Show. Hello Elsa, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, dans le MLR Show, on va voir les plus belles actions de la MLR, les plus belles images. Et puis on va débriefer tout ça avec vous. Voilà, je serai là pour vous montrer les images et vous allez me poser les questions et vous allez, je vais pouvoir y répondre ou pas. Je suis tout seul, donc j'ai décidé en accord avec moi-même de vous filer le Discord si quelqu'un veut se connecter. On est chaud, on est là pour ça, on est là pour déconner de toute façon. Des trêves de bavardage, hein, on est là pour regarder ce qui s'est passé ce week-end. Donc on va commencer évidemment par le programme. Il y avait des très très beaux matchs. New England, San Diego, Nola Gold, Old Glory, Miami, Houston, Los Angeles, Utah et Chicago Anthem. Des matchs assez intéressants. Alors certains plus que d'autres évidemment. Il y a eu des petites surprises, on peut le dire, on est obligé de le dire évidemment. Certains matchs que vous avez peut-être pu suivre du côté de la chaîne de Nogodi, qui était notre invité la semaine dernière, qui a notamment suivi le Nola Old Glory, je crois qu'il en a fait un autre, je suis plus tout à fait sûr. Des immenses matchs, me dit Arata Fan Club. Ça c'est clair. Alors un fan de Santiago Arata, ça c'est magnifique. Arata Fan Club. Est-ce que c'est que Santiago Arata ou est-ce qu'il y a le Castre Olympique aussi? Parce que ça, c'est important. Ça, c'est très important. J'adore quand les gens ont des pseudos comme ça qui sont assez sympas à suivre et qui racontent des histoires. Parce que c'est ça, ça raconte des histoires. Euh, Arata, bientôt en MLR, on espère. Ouais, on est vraiment sur du Arata donc. C'est vrai que Santiago Arata fait partie des joueurs qui clairement a une place en MLR, hein. Il parle espagnol, il est uruguayen, c'est le pote d'Ardao. Hop, allez, tout ça, direction Miami, évidemment, la franchise argentine de Major League Rugby. On en parlera tout à l'heure de Miami parce que il y aura pas mal de choses à dire. Supporter d'Arata et de Valence Roman. Très bien, très bien, très bien. Arata, bah écoute, magnifique, bienvenue. On adore la Pro D2 ici, évidemment. J'en commente un petit peu. J'ai notamment commenté les Damis à plusieurs reprises. Et c'est toujours assez sympa, c'est des matchs un peu fous. Donc j'aime pas mal, j'aime pas mal. Vraiment, la Pro D2 de toute façon. Deuxième meilleur championnat du monde, derrière la MLR. Elsa qui demande d'où viens-tu. Oui, c'est vrai que supporter d'Arata et de Valence Roman, sur le papier, c'est pas compatible, mais pourquoi pas. Si je mets en pseudo la bite qui pénètre dans le cul, ça te va aussi. Alors oui, oui, ça me va aussi. Mais Matnock 31, je sais d'où tu viens de toute façon. Donc ça m'aidera pas beaucoup. Par contre, si la bite qui pénètre dans le cul, je sais où ça termine. Voilà. Je pense qu'on a fait les présentations. Je pense on peut commencer. Aller voir le premier match. Ah oui, tu viens de Toulouse en plus, Arata. C'est incroyable. Ouais, y a absolument rien qui va. Donc, tu es fan d'un joueur de Castres en étant toulousain. Et donc, fan de Valence Roman. C'est extraordinaire. Moi, j'adore. Moi, j'adore. On aime les choses comme ça. On va se pencher sur le premier match. On va aller voir le match qui, sur le papier, était le moins intéressant, le plus déséquilibré. C'est évidemment le match d'Anthem qui jouait à Chicago, le leader de la conférence Est contre le dernier de cette même conférence Est. Ça va commencer, vous voyez, très rapidement. Chicago en bleu ciel. C'est les couleurs du maillot City Edition. Évidemment, il y aura un nouveau, il y aura une nouvelle tier list, pardon, au moment où tous les maillots City Edition seront sortis. Nola aussi a joué avec le sien ce week-end. Il était plutôt pas mal. C'est Mason Flech, vous le voyez, l'homme au bandeau qui vient inscrire le premier essai en force après seulement quelques secondes. Et puis 10 minutes plus tard, un ballon porté. Et qui va sortir de tout ça, c'est Dylan Fawcett, évidemment, The Butcher, qui est à la conclusion. Vous le voyez, 14-3 très rapidement pour Chicago. Mais Anthem, c'est se montrer dangereux. Vous allez voir, 23e minute. Mitch Short, le demi de mêlée
de Chicago se fait contrer par l'immense Sam Gola. Et c'est derrière Safodienne qui vient marquer en coin. Je vous ai mis le petit ralenti de ce contre de Sam Gola. Il est gigantesque, hein, ça se voit de toute façon. Et derrière, c'est bien suivi par le troisième ligne, Ismaël Safodienne. Ça fait 14-8. Anthem est dans le match, mais malheureusement pour Anthem, eh bien, Chicago est beaucoup trop puissant. Et quand Chicago se met à jouer comme ça, eh bien, ils sont inarrêtables. Le décalage est créé avec cette passe pour Flèche, qui va aller défier son adversaire, qui trouve du soutien avec Michael End. Michael End, il a de bonnes mains, lol, et il trouve Dylan Fawcett, bien sûr, le doublé du Butcher. Je vous ai remis là aussi la fin de l'action. Il a clairement pété dedans, hein. Il s'est pas posé de questions, Flèche. Et par contre, la course de Michael Hand, elle est parfaite. Le doublé donc de Fawcett. Et le coup de grâce, il intervient juste au retour des vestiaires. Vous le voyez, 42e minute. Le ballon porté. Vite short qui va sortir petit côté finalement. Il repart dans le sens, dans le grand côté. Et puis on va avancer, on va faire très mal à cette formation d'Anthem. On va aller péter plein milieu. Et c'est finalement, et bien après le doublé de Fawcett, Mason Flèche qui va arriver pour aller inscrire entre les perches le quatrième essai, l'essai du bonus pour cette équipe de Chicago qui derrière va totalement lâcher le match. Anthem va aller marquer 2 essais dont celui-ci, mais évidemment ça ne suffira pas pour revenir. 28-20 score final pour Chicago qui l'emporte avec le bonus. C'est assez rare pour le signaler, c'est assez logique, c'est face à Anthem évidemment. Et un succès de la part de Chicago qui leur permet bien, de conserver largement la tête de la conférence Est, surtout avec ses 5 points. Et pour Anthem, c'est une défaite à 0 points malheureusement, puisqu'ils sont à plus de 7 points au final, 28-20, et ils n'ont mis que 3 essais. Enfin, je dis que 3. Évidemment, c'est déjà pas mal, mais ça ne permet pas à cette équipe d'Anthem d'avancer, qui continue malheureusement sa série. La semaine dernière, on avait sorti la stat des 23 matchs sans défaite, sans victoire, pardon, et qu'il battait le record de Dallas, établi entre 2022 et 2023. Eh bien, ils améliorent encore ce record. Anthem qui attend toujours sa première victoire en MLR. On rappelle que cette saison, ils ont échoué à 1 point de Miami et de Houston en jouant à domicile. Donc voilà, ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin de leur première victoire, mais pour l'instant, ils sont bloqués à 5 points. On pourra rappeler, Matt Nog, je sais que tu adores ça. On va rappeler le pari d'Adrien Abadi qui s'est terminé la semaine dernière, et Anthem devait avoir 10 points après les 2 matchs contre Seattle et Nola. Ils en ont mis 1. Je crois qu'ils en ont mis 1. Ils étaient à 4, ils en ont mis 1, je crois. Je sais même plus. Mais bon, Anthem n'avance plus depuis qu'Adrien Abadi dit qu'ils allaient gagner leur premier match. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première rencontre de cette 9e semaine, hein. Je rappelle que c'est très important parce que il y aura 16 matchs de saison régulière pour toutes les équipes. Donc on est à la semaine 9, mais certaines, évidemment, comme il y a un bye chaque semaine, certaines jouent leur 8e match de la saison. Donc on est vraiment à mi-saison. C'est vraiment le moment de faire un point et un premier bilan de cette première partie de saison. On le verra au moment des classements. Mais voilà, pour Anthem, il est très rapide. 8 défaites en 8 matchs. Il n'y a pas grand chose à ressortir. Et du côté de Chicago, eh bien, on est à 7 victoires, 1 défaite, 6 victoires de rang. Tout est parfait. Les voyants sont au vert. C'est un sans mauvais jeu de mots avec la couleur des Hounds. Pierre Amiche le disait la semaine dernière, c'est une équipe qui se bat, ce sont vraiment des chiens, il n'y a pas de souci, ils sont injouables, ils viennent de gagner à San Diego, ils sont allés gagner à Houston, ils sont très solides, ils gagnent rarement avec le bonus offensif, ils l'ont fait là, mais juste en mettant 4 essais après, terminado, bonsoir, rideau, et puis derrière, eh bien, ça gagne, ça tient grâce à une énorme défense. Bonsoir à Sibélinerix, et Pierre Amiche, toujours les mots justes, nous dit Arata, oui, mais parce que j'ai quand même quelque chose à dire sur Pierre Amiche. Ce sera tout à l'heure lors du match de Miami-Houston, j'en dis pas plus. Parce que parfois, il dit les choses vraies, Pierre Amiche. Mais dans d'autres fois, eh bien peut-être qu'il porte un peu l'œil. Bref, voilà pour ce Chicago Anthem. On va passer sur un très gros rendez-vous de cette 9e semaine. C'est le New England San Diego. C'est un match que eh bien, vous avez pu suivre peut-être sur les antennes de Sport en France, puisque on rappelle, Sport en France diffuse un match en différé de MLR. C'est le match qu'ils ont choisi. Ce sera ce soir d'ailleurs qu'ils vont le diffuser. Je dis n'importe quoi. Ça commence très bien pour les Californiens qui vont marquer en force grâce à Hugh Roach après seulement quelques minutes. Mais alors après, New England va mettre la marche avant. 10e minute, ce ballon qui sort. On va chercher Leroux Malan. Faletoy Penny, notre nouvelle star.
pour Balekana, le décalage est fait. Harrison Boyle pour le premier essai. C'est magnifique. La combinaison, elle est parfaite. Les joueurs sont dans le tempo. La défense est dépassée. Il n'y a rien à faire. Et Harrison Boyle qui vient terminer. Vous avez vu les conditions. Elles sont cataclysmiques. On voit que dalle sur la caméra principale. Mais il y a bien eu du rugby. Et du rugby pas trop mauvais. D'ailleurs, le signal était immonde. C'était pas simple. Vous le voyez, New England qui va aller inscrire un deuxième essai en puissance. C'est Andrew Quatrine, le talonneur canadien, qui l'inscrit. Dans la foulée, il y aura même un troisième essai de la part de Boyle qui s'offre un doublé. On a Faletoy Penny qui, vous le voyez, se fait plaisir. Hein. Alors, il y avait avantage, hein, évidemment. Donc, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas grand chose à espérer de cette action. Faletoy Penny s'est fait plaisir. Derrière, il a transformé d'ailleurs la pénalité. Et début de deuxième période, 44e. New England va aller inscrire un quatrième essai, l'essai du bonus. C'est un doublé pour Andrew Quatrine. Donc tout va bien, 27-7. San Diego remet un petit peu la main sur le ballon, a des opportunités. Et bon, on va pas parler de tournant parce qu'il y a plus 20. Mais à la 50e, il y a ce ballon gratté. Et on va chercher Jack Reeves. Et là, il est irrattrapable. Très bon service de Johnston. Et la finition en coin de Jack Reeves qui avait déjà inscrit un essai magnifique face à Miami la semaine dernière grâce à une magnifique chistera de Faletoy Penny. Et cette fois, c'est face à San Diego. Vous le voyez, facile, rapide, efficace Jack Reeves. Et puis 78e, parce qu'on a dit tout marche par doublé. Un doublé de Flèche, un doublé de Fawcett pour Chicago, un doublé de Boyle, un doublé de Quatrine et évidemment un doublé de Jack Reeves en toute fin de match. 39-12, donc score final pour New England qui s'est peut-être pas baladé, mais qui en tout cas s'est fait plutôt plaisir. Et en effet, avec l'immense Clément Combe, me dit Arata Fan Club, exactement, c'était Clément Combe qui... je ne pouvais pas être là. C'est Clément Combe qui m'a formidablement remplacé au niveau du commentaire aux côtés de Lucien Jarand, non moins excellent Lucien Jarand, donc c'était plutôt cool. Magnifique caméra, on est d'accord, on est sur de la HD, hein, 4K, 8K même, je pense. Et alors Penny qui s'est blessé, et j'ai pas vu le match. Enfin, moi j'ai vu le résumé, j'ai vu les infos, mais j'ai pas vu passer d'infos comme quoi Faletoy s'était blessé. Donc on va vérifier ça tout de suite. Juste pendant ce temps-là, je vous mets cette petite stat parce qu'elle est assez symptomatique. Est-ce que San Diego est de retour à la réalité? On rappelle, les 5 premières journées, ils ont mis 25 points, les Californiens, 5 sur 5, avec le point de bonus à chaque fois, c'était parfait. Et puis, depuis, ils ont joué à Houston, ils ont accueilli Chicago, ils sont allés à New England, donc en gros, ils ont eu des adversaires un petit peu plus coriaces. Ça a fait un point de bonus défensif en plus, c'est un petit peu maigre, et tout juste d'ailleurs, puisqu'il s'était incliné 27-20 face à Chicago. Donc voilà, c'est pas Jojo du côté de San Diego actuellement. Et alors Faletoy, vous me faites peur là, c'est pas possible si on perd notre incroyable génie du rugby, on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Je n'ai pas vu passer cette info, je suis dégoûté. Donc là je sais pas quoi dire, je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais donc on va chercher les infos évidemment. Là je l'ai pas, mais je vous jure que on va enquêter. Je vais mettre mes plus fins limiers dessus parce que il y a vraiment des choses qui sont tristes. Je ne sais pas en plus quand Jason Potros doit revenir, hein, parce qu'on rappelle que c'est pas le titulaire. Normalement c'est Potros. Et Faletoy fait un très très gros boulot à sa place. Donc voilà, c'est une très grosse perte pour New England. Et en effet, on va avoir de très très belles choses, de très mauvaises choses, pardon, pour là-dessus. Ah, alors en plus j'ai mes fins limiers qui m'envoient les images qu'il faut. Alors je veux dire, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, Antoine Mazer qui va m'envoyer ça en direct, on nous envoie les images, donc on va les diffuser, évidemment. Hein, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein, c'est pas... Il s'est pas pété... Il s'est pas pété le tibia, hein, donc hop, allez, merci The Rugby Network qui nous envoie ça. Enfin, c'est surtout notre ami. Ah, il est quand même sorti sur civière, hein, l'ami Faletoy. Voilà, je vous remets ça. Si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà, la petite blessure de Faletoy. Qui sorti avant la mi-temps. Avec encore une image magnifique, hein, évidemment, faut pas déconner.
Hop, je vais vous la mettre quand même, parce que je me la suis mise en grand écran, mais je vous l'ai pas mise à l'image, je suis désolé. Voilà, la petite sortie de Faletoy malheureusement. Ouais, il sort sur civière quand même, ouais. Mais j'avais peur qu'il y ait la blessure en fait, c'est pour ça que j'ai eu très peur. Mais j'ai été un peu moins serein, mais non, c'est juste entre guillemets la sortie sur la civière. Donc ouais, pas ouf, Faletoy. Mais merci Arata, c'est bien joué d'avoir bien suivi parce que bah, j'ai pas fait mon travail. Voilà, tout simplement. J'ai pas bien fait mon travail. Et je remercie évidemment l'immense Antoine Mazer qui m'a envoyé ça dans la foulée. Donc voilà, ça c'est le gros point noir donc de New England qui enchaîne un nouveau succès, un succès encore une fois bonifié. Ça se passe plutôt bien, en tout cas au niveau de au niveau des résultats. Oui, c'est une grosse perte Arata parce que je le répète, Faletoy c'est pas le titulaire au poste de numéro 10. Normalement c'est Jason Potros qui est l'un des, si ce n'est le meilleur joueur de MLR actuellement, qui conduit le jeu des Free Jacks à la perfection. Tu perds ton 10, qui est un joueur important, c'est déjà un problème. Tu as son remplaçant qui fait un taf phénoménal, qui est magnifique, qui pue le rugby. Nogodi et Emric nous l'ont assez dit, Pierre aussi. Et là, tu le perds à nouveau. Il sort sur civière, j'avoue que j'ai pas l'info, donc je peux pas vous dire pour combien de temps. Mais très clairement, il est pas là, il est parti pour un petit moment. Donc c'est une grosse perte. Après, on va pas pleurer sur les Free Jacks. Hein. Ils ont une troisième ligne qui est monstrueuse avec Johnston, Melvin, Conradi. C'est probablement la meilleure du championnat. Ils ont toujours le Roumalan au centre. Alors, ils ont perdu aussi Wayne Vanderbank sur blessure la semaine dernière. C'est moins grave. Il devrait revenir assez vite. Mais bon, voilà, il y a quand même des petits bobos. Sur les ailes, ils ont Balekana, Webster. Jack Reeves, il est sur le banc. Il rentre, il met des essais à chaque fois. On s'en fait pas trop, hein. Quatrine au talon bien sûr est très solide. Donc les Free Jacks ça reste l'équipe la plus solide et la plus complète de cette MLR. Je me fais pas trop de soucis avec la perte de Faletoy Penny. Néanmoins, c'est évidemment une perte. Et il faudra voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains matchs, parce que ça donne du coup au niveau des Free Jacks. Vainqueur donc 39-12 de cette équipe de San Diego, je le disais. Est-ce qu'on s'inquiète pour San Diego ou non? Parce que voilà, je suis en train de reprendre le calendrier de San Diego, qui, je le rappelle, a donc pris un point depuis 3 matchs. Le Legion avait remporté ses 5 premières journées assez facilement à chaque fois, mais en battant Miami, en battant Los Angeles à domicile, en gagnant à Old Glory, en gagnant à Anthem et en battant Seattle. Voilà. Donc San Diego, c'est pas foufou. Et le calendrier qui arrive, c'est accueil de Utah ce week-end, déplacement à Los Angeles, qui va beaucoup mieux qu'en début de saison, déplacement à Utah. Oui, ils n'avaient pas encore joué contre les Warriors. Accueil de Nola, accueil de Houston. Je serai San Diego, je serai supporter de San Diego, je me ferai un peu de soucis. Alors pas pour la qualification pour les playoffs, hein. On rappelle qu'il y a 5 équipes à l'Est, 6 à l'Ouest, les 4 premiers de chaque conf vont en playoff. C'est quand même jouable. Néanmoins, c'est pas, on n'est pas au beau fixe. Et là, ils ont joué des gros adversaires. On a été agréablement surpris par cette équipe de San Diego. J'ai peur qu'elle rentre un petit peu dans le rang et que dans les prochaines semaines, ce soit un peu plus compliqué. Et évidemment, qu'en playoff, ça ne passe pas du coup parce qu'il y a meilleur. Tout simplement, il y a meilleur. On l'a vu avec Chicago la semaine dernière, on l'a vu avec New England ce week-end, on l'a vu avec Houston il y a 2 semaines. Ils n'existent plus trop, ces joueurs du Legion. À voir s'ils vont réagir quand même parce que collectivement, c'est plutôt solide, mais c'est pas encore suffisant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, si vous avez vu le match ou si vous avez déjà vu quelques matchs de MLR. En tout cas, il y a de quoi faire. On va passer au 3e match et ça y est, on va passer sur les matchs les plus importants, les plus intéressants à voir de cette 9e semaine. Je vous rappelle qu'on est à la moitié de la saison régulière, hein. Il va y avoir 8 matchs pour chaque équipe et la plupart jouent justement ce 8e match, ce week-end. On va partir du côté de The Shrine dans la Gold Mine pour aller voir Nola qui accueille Old Glory. Il fallait absolument réagir pour cette équipe de Nola parce que les résultats sont pas bons. Il y avait eu la victoire à Anthem
certes, mais il fallait confirmer. Et ça commence avec, dès la troisième, cet essai magnifique, inscrit par Mahou sur cette belle passe après contact de Tetamaki. C'est Xavier Mignot qui fait la première percée. Et vous allez voir, Xavier, il a fait un match monumental, ceux qui ne l'ont pas vu en tout cas. Ils ont fait un match monumental. D'ici qui se retrouve à 14 dans la foulée et qui, à la 8e, va encore prendre un essai. C'est Roberts, cette fois, sur un service de Tetamaki, encore lui, qui va inscrire ce deuxième essai. Et puis d'ici va se mettre dans le match, petit à petit va retrouver son dernier, son 15e joueur, va inscrire un premier essai en force par Gross, puis sur ce ballon porté, Facundo Gatas ramène Old Glory à seulement 2 points. Mais Nola va faire une nouvelle différence juste avant la mi-temps. D'abord, la pénalité de Jones. On rappelle, hein, il y a beaucoup de pénalités qui sont tapées désormais en MLR, avec l'essai de Roberts entre les poteaux, le doublé donc. Et puis dès le retour des vestiaires, il va y avoir le début du show Nola et le début du show Xavier Mignot. La superbe croisée, le retour intérieur pour Edfido qui va décaler son pote, l'ancien du loup Xavier Mignot, qui vient inscrire le 4e essai. C'est déjà l'essai du bonus pour Nola. Premier essai dans ce match pour Xavier Mignot, qui avait été absent il y a quelques matchs pour malheureusement une commotion. Mais Old Glory est toujours dans le coup. Vous allez voir ce gros travail magnifique de Tex Nakali. Rien à voir avec notre Tex à nous. En tout cas physiquement. Je ne sais pas s'il fait les mêmes blagues. Et à l'origine, c'est lui qui va faire la différence. Et puis derrière, c'est Rizzo qui va résister à 3 défenseurs le long de la ligne de touche pour aller inscrire cet essai en coin. C'est important cet essai parce que c'est l'essai du bonus offensif également pour Old Glory. Donc voilà, Old Glory n'est pas si loin. Mais on l'a dit, le héros ce soir-là, c'était Xavier Mignot. La mauvaise prise de balle, les 2 petits coups de pied de Robert, c'est derrière. La vitesse du Xav, le doublé de Xavier Mignot, magnifique pour remettre un petit peu d'écart. Il y avait 10 points, vous l'avez vu. Et puis là, ça va totalement anéantir Old Glory. Vous le voyez sur cette mêlée. Roberts pour Edfido. Le retour intérieur pour Tetamaki, c'est magnifique. Là, c'est du Nola comme on ne l'avait pas vu depuis le début de saison. Et le show va se terminer à la dernière minute, à 2 minutes de la fin plutôt, avec le triplé de Xavier Mignot. Le réalisateur l'a perdu tellement il va vite, avec cette magnifique passe, la magnifique sautée. Et ça fait donc un essai de plus pour Xavier Mignot. Le triplé de Xavier, c'est pour ça bien évidemment qu'il était mis en avant sur notre story, bien sûr. Ça lui fait 6 essais à Xavier Mignot. Et c'est important parce que au classement des meilleurs marqueurs, on va voir qu'il est plutôt bien placé. Je ne peux pas vous le mettre tout de suite parce qu'il y en a d'autres qui ont marqué un petit peu après et on aura l'occasion de le voir. Mais voilà, Xavier Mignot et Nola semblent enfin lancer. C'était un match qui était très important à gagner parce que Old Glory est devant au classement, était devant à ce moment-là en tout cas. Il y avait l'obligation de s'imposer pour rester au contact, évidemment, et mettre de la distance sur ceux de derrière, en l'occurrence Miami et Anthem, mais surtout Miami. Il y avait 5 points d'écart avant ce match. Ils sont assurés d'être au pire à ce niveau-là. Nola semble enfin lancer. Voilà, la victoire face à Anthem, elle était un peu laborieuse, elle était bonifiée certes, mais voilà, ils n'avaient battu qu'Anthem en plus depuis le début de saison. Ils avaient battu Charlotte lors de la première journée et ils les avaient battus la semaine dernière chez eux. C'est tout. Ils avaient battu que Anthem, l'équipe la plus mauvaise de cette ligue, il faut dire ce qui est. Là, ils ont battu un autre adversaire, un adversaire qui est plutôt solide depuis le début de saison, Old Glory, qui prend encore un bonus offensif, certes, mais qui a semblé un petit peu plus en difficulté qui semble un peu plus en difficulté depuis quelques semaines et qui a l'air d'être un petit peu rentré dans le rang. Old Glory, pareil, hein, c'est un petit peu compliqué depuis quelques matchs. Certes, il y a eu la victoire contre Seattle il y a une semaine, mais il y avait eu la défaite à Los Angeles 54-44. Il y avait eu la défaite à Chicago un peu frustrante. Ils sont en train un petit peu de rentrer dans le rang, les joueurs de DC. Je rappelle, puisque moi là je suis là pour régler des comptes, hein, a priori. Bastien Brunello, notre joueur en universitaire, qui malheureusement a été battu en quart de finale des playoffs avec son équipe de Mount Sainte-Marie, son université, eh bien, avait annoncé d'ici finaliste de conf. Je sais plus s'il a dit finaliste de conf ou finaliste du championnat même. C'est possible. Donc voilà, il y a pas mal de choses. De toute façon, on fera les comptes à la fin, hein. Ça c'est évident, on fera les comptes à la fin. Mais j'aime bien rappeler que
chez les outsiders, on est nul en niveau flair. Je vous en. J'en profite hein, pour vous dire que sur Instagram, on fait le championnat des pronos avec l'équipe. C'est laborieux. C'est laborieux. Le leader, Cyprien Bétou, on l'embrasse à 27 points. Euh, 27 points après 9 semaines de match. 9 semaines avec 7 fois 5 matchs. Donc 35 avec 43 matchs. 27 sur 43. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. On rappelle qu'il y a Anthem qui perd tout le temps, hein. Donc déjà il y a une semaine, enfin toutes les semaines il y a un match qui est facile à pronostiquer. Voilà pour Nola, évidemment Xavier Mignot, magnifique, 6 essais je le répète depuis le début de la saison. L'intégration elle est très bonne dans cette EMLR. Après on n'avait aucun doute, hein. C'est un finisseur, c'est un serial marqueur. C'est pas dans une équipe en plus, c'est une équipe qui n'est pas particulièrement dominée. En tout cas, ça l'était pas sur le papier, ça ne l'est pas. Ça a été un début de saison un peu laborieux. Néanmoins, bah, Xavier, il mettait ses essais et là, il en met 3 en plus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à la fin du bal qu'on compte les bouses, nous dit Matnock. Exactement. Ça c'est voilà, ça c'est si vous avez la ref évidemment. C'est magnifique, bien entendu. Merci Matnock pour tout ça. Sache que ta contribution est fort acceptée, est fort appréciée ici. On va passer au quatrième match de cette 9e semaine. Miami, Houston, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. En plus, je suis tout seul ce soir. Mes compatriotes ne sont pas là, donc on va en profiter justement pour discuter. Et là, on arrive sur les deux très très gros matchs de cette 9e semaine avec ce Miami-Houston qui, eh bien, sur le papier était déséquilibré, hein. Miami est sur 4 défaites de rang. Ça va pas très bien. Et puis Houston en face, c'est le leader de la conférence Ouest. Ça va commencer plutôt bien pour du toit. Je vais mettre pause parce que là je vois la question d'Elsa, j'en profite. On va reprendre le rythme de ce petit Miami-Houston dans quelques secondes. Est-ce que c'est facile, c'est forcément facile entre guillemets pour les joueurs français de s'intégrer et de réussir à MLR? Non. Alors, il est évident que Xavier Mignot, il a eu affaire dans ses années de top 14 à beaucoup plus de défenses, des défenses beaucoup plus solides que ce qu'il a à faire là, même face aux meilleurs que sont les Free Jacks, Chicago ou San Diego, la Nouvelle-Orléans, c'est son équipe, normalement. Donc évidemment que intrinsèquement, Xavier Mignot, il est au-dessus. Après, ça reste un finisseur, c'est un ailier, c'est quelqu'un qui touche rarement le ballon et qui a au final très peu l'opportunité de se montrer. Mais il est évident que même techniquement, même dans les choix, et puis défensivement aussi, c'est ça aussi qui fait la différence, il est clairement au-dessus de ces mecs-là. Donc si après son équipe est totalement sous l'eau, et ça a pu être le cas, il est évident qu'il ne brillera pas forcément. Mais non, c'est pas plus facile évidemment parce que en plus chaque poste est un peu différent au niveau du rugby. Je pense que je vous apprends rien en disant ça. Mais oui, intrinsèquement les mecs sont meilleurs, donc il y a une différence. Malheureusement pour l'instant Kélian Galtier qui est à Nola aussi, on l'a pas assez vu parce que il est blessé, il est toujours blessé. On espère qu'il va vite revenir. Mais c'est pareil, il apporte quelque chose de différent. Même si les troisièmes lattes, généralement, sont très bons en MLR, hein, on pense à Corey Daniel. Je vous ai parlé des troisièmes lignes de la Nouvelle-Orléans, des New England Free Jacks. À Utah aussi, c'est très solide. On n'oublie pas qu'il y a Semi Kunatani à Los Angeles. Bon, en troisième ligne, généralement, il y a du monde, mais on n'enlèvera pas de l'idée que Kélian Galtier, un mec qui a joué en équipe de France, qui a joué des matchs du 6 Nations, qui a joué contre la Nouvelle-Zélande, qui a joué en top 14, qui est champion de France avec Montpellier, il est meilleur de toute façon que un Wian Conradi qui est monstrueux pour la MLR. Oui, ça reste un joueur qui est monstrueux en MLR. Donc oui, très clairement, c'est plus facile de réussir, plus facile d'être bon, je pense, de réussir. Après, il n'y a pas que les stats individuelles, hein. Xavier Mignot, s'il finit sa saison régulière à 17 essais, mais que Nola va pas en playoff, ça reste une saison totalement ratée parce que Nola vise à minima les demi de conf. C'est peut-être revu à la baisse désormais avec le début de saison compliqué, mais sur le papier, intrinsèquement, cette équipe est censée aller très loin. Donc voilà ce que je pense pour les joueurs français, mais on va en voir de plus en plus. Donc le niveau aussi va augmenter, donc ce sera évidemment aussi de plus en plus compliqué, et même déjà aujourd'hui pour Xavier, pour Kélian, pour tous ceux qui arrivent actuellement, c'est plus dur qu'il y a 2 ans. Quand on a
commencé la diffusion de la MLR, quand on a diffusé des matchs de Utah, les défenses, c'était des passoires. Il faut le dire. Là, le niveau tactique et technique est beaucoup plus élevé en MLR. C'est dû au travail qui est mis en place par tous les staffs, par tous les clubs et évidemment par les joueurs en eux-mêmes, mais même au niveau des staffs, il y a un vrai travail là-dessus. Parce que juste mettre des mecs qui courent vite, qui tiennent un ballon, qui savent tenir un ballon dans les bras, c'est pas une bonne équipe de rugby. Donc c'est c'est important de le souligner à quel point ça montre. Et oui, ça évidemment que des joueurs comme Xavier Mignot ou Kélian Galtier apportent au niveau global et font monter le niveau. Salut Mac, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, bien sûr. On est en plein milieu. On est en plein milieu de cette 9e semaine. On débute la deuxième moitié. Et on va repartir du côté de Miami, Houston. J'ai des choses à dire sur toi, Pierre Amiche, évidemment. Je ne sais pas si tu es dans le chat. Si tu l'es, salut à toi, bien évidemment. Ce Miami-Houston, je le disais, Miami est sur 4 défaites de rang. Houston est plutôt en forme, même s'ils viennent de perdre contre Los Angeles à domicile. Ça commence donc très bien, je vous le disais, Dutoit qui marque après avoir pris le ballon en main-main. Essai qui est refusé, mais sur la mêlée qui suit, eh bien, on va aller chercher Giuseppe Dutoit, voilà, pour le premier essai de Miami. C'est un match qui va laisser beaucoup de regrets à une des deux équipes, je vous le dis, parce que ça joue vraiment beaucoup dans tous les sens. Ça commence très très fort. Et vous voyez Houston qui, cette année, a un jeu qui fait encore plus mal que la saison dernière. C'est plus uniquement des ballons portés et des mêlées. On sait aussi faire mal à son adversaire et percer dans le jeu courant. Et là, regardez Sam Tuifua qui va s'arrêter juste devant la ligne, qui va dans un deuxième temps marquer. Cet essai va être évidemment refusé parce que vous le voyez, il se relève dans un second temps. On en reste à 7-0 après cet essai refusé. Et dans la foulée, eh bien, Miami va doubler la mise avec cet essai en bout de ligne de Marcos Young décalé par Shane O'Leary, mon copain Shane, qui cette fois était à l'arrière et a fait un meilleur match que d'habitude. Houston va quand même réussir à marquer un essai par Drew Wild. Drew Wild que l'on retrouve là pour servir encore Sam Tuifua. Sam Tuifua, tout le monde se jette dessus. Et alors regardez, au ralenti, ça se joue à un demi-cheveu. Il aplatit juste devant la ligne. Nouvel essai donc refusé à Houston qui va encaisser un troisième essai avant la pause par l'intermédiaire de Mora. Et Mora, on va le retrouver là sur cette balle. C'est lui qui trouve Thomas Incerté. Le petit coup de pied. Et derrière, l'essai du bonus dans la foulée pour Thomas Incerté et pour Miami. Là, 31-15 pour Miami parce que Houston va inscrire 2 autres essais. 80e minute, Sam Tuifua va passer les bras. Non, ça passe tout seul. Alors il va y aller. Il a du soutien. Bon, le réalisateur le perd. On peut pas tout avoir. C'est pas très grave. C'est vrai qu'il court vite, Sam Tuifua. Ça se fait pas trop facilement. Mais le ballon, il est quand même relevé par les chats-sabres. Et finalement, avec cette montée dégueulasse de la défense, Wild va percer et va décaler Nathan Dennett. Il est important cet essai, je vous le mets parce que vous le voyez, au niveau du score, ça n'a rien changé. Mais au niveau comptable, il change tout pour Houston qui a réussi à inscrire 3 essais dans les 20-25 dernières minutes et s'offre un bonus offensif qui permet de repartir de Miami avec quelque chose. Mais succès 31-22 de Miami, c'est une immense surprise. Évidemment, c'est la surprise de la semaine, bien sûr. On n'attendait pas cette équipe de Miami comme ça. Je viens de voir le haut Betsen de Matt Knock. C'est vrai qu'il y avait des airs. C'est vrai qu'il y avait des petits airs de Serge Betsen. Il rampe, nous dit Mac. Oui, non, mais là, très clairement. Et alors, c'est pas de chat, Matt Knock, je suppose que tu parles du deuxième essai refusé à Tuifua. Très clairement, c'est. Très clairement, pas de chat. Et alors, en plus, avec l'angle de la caméra qui est utilisé, je sais pas quelle a été la décision terrain. Si la décision terrain, c'est essai, tu peux peut-être, avec un angle un peu différent, avoir la possibilité de faire quelque chose. De t'en sortir avec un essai transformé. Si la décision terrain c'était pas essai, très clairement oui, avec cet angle là on voit pas s'il touche la ligne, le ballon, il a pas l'air de toucher en tout cas. Et c'est vrai que Houston peut avoir des regrets parce que voilà, en première période il y a eu pas mal d'opportunités d'essai qui ont été gâchées. Houston est devant dans absolument tous les secteurs du jeu. Premier à l'occupation, premier à la possession. Ils ont 56% de possession, 57% d'occupation. Ils ont 564 mètres parcourus ballon en main contre 300 à Miami. Il y a 2 terrains et demi de différence. Ils ont cassé la ligne 71 fois. Ils ont franchi la ligne d'avantage 71 fois contre 49
c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais ils perdent ce match. Voilà, ils n'ont pas été efficaces. Et ça fait 2 défaites de rang. C'est une première depuis 2023 pour les chats-sabres. Voilà, je vous ai mis la petite stat, c'est le chiffre du match. 2 défaites de rang. C'était en fin de saison 2023. Ils avaient perdu contre New England lors de la dernière journée de la saison régulière. Et puis derrière, ils avaient perdu contre Seattle en playoff. Ça n'était plus arrivé depuis 2 ans de voir cette équipe de Houston perdre 2 matchs de suite. L'année dernière, en même temps, ils avaient perdu que 2 matchs sur la saison régulière. Et ils avaient perdu en demi de conf derrière contre Dallas. C'est vrai que 2 défaites de rang, c'était pas évident. Oui, bon, les défenses, Matt Knock, on sait, hein, de toute façon, c'est vrai que la défense de Miami sur la fin. Mais après, c'est Miami, sur la fin des matchs, ils sont obligés de faire n'importe quoi. On l'a vu plein de fois, on l'a vu en début de saison notamment. Et bon, faut aussi voir la chose que Houston étant dans l'autre conf, tant que eux gagnent avec les 5 points, le nombre de points que peut mettre Houston, ça leur est totalement égal. Donc, bon, ils vont pas pousser évidemment outre mesure pour ne pas prendre ce 4ème essai. Il était beaucoup plus important pour Houston que pour Miami. Mais là où je voulais en venir, donc, c'est que cette défaite de Houston, elle arrive après une défaite face à Los Angeles à domicile. Il n'y a pas si longtemps, ils ont failli perdre à domicile contre Anthem. On rappelle qu'ils gagnent 46-45 à Anthem avec une pénalité après la sirène. Et pourtant, Pierre Amiche, il avait dit, elle est plus complète, elle est plus dangereuse, etc. que l'année dernière. C'est une équipe qui ne fait plus que marcher sur la gueule de ses adversaires. La charnière est très bonne. Warner Kutzer, on ne peut pas lui donner tort, mais Kutzer n'était pas là ce week-end. Bon, bref, tout ça pour dire que Pierre Amiche a encensé Houston depuis ces 2 défaites. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que Pierre Amiche porte l'œil au chat sabre. Et évidemment, Adrien Badi, fan de Houston, sera évidemment très mécontent de ce qu'a pu dire Pierre Amiche et de ce qui se passe du côté de Houston. Il avait été très critique d'ailleurs après la victoire en Anthem en disant qu'ils n'avaient pas forcément bien joué ce match, pas bien abordé, un petit peu trop de suffisance, etc. Là, a priori, il y a peut-être eu ça. Il y a peut-être eu ça face à Miami aussi, mais vu la teneur du match, j'ai l'impression que c'est malgré tout un accident plus qu'autre chose. Et la défaite à Los Angeles est peut-être plus préjudiciable selon moi, au-delà du classement, évidemment. Le chat noir des chats-sabres. Le chat noir des chats-sabres est tout à fait Pierre Amiche, exactement. Et ce qui est fort, c'est que l'année dernière, en fin de saison régulière, à peut-être 2 ou 3 matchs de la fin de la saison régulière, quand Houston est assuré déjà d'avoir le meilleur bilan de la ligue ou presque, il avait dit, moi je trouve qu'ils sont pas très bons, ils sont moins impressionnants que la saison dernière, ils gagnent les matchs ric-rac, je serais pas étonné qu'ils soient pas champions. Je crois que même qu'il dit, je les vois pas champions. Les mecs perdent en demi de con face à Dallas, qui est là par défaut, et il avait raison. Bon. Et là, il nous sort que aujourd'hui, il y a 2 semaines, s'il devait désigner un champion, ce serait Houston. Patatras. Voilà. Donc comme quoi, ça marche pas toujours. Est-ce que Pierre Amiche peut dire que Seattle est la pire équipe de la ligue, s'il vous plaît? Maintenant évidemment fan de Seattle. Tu vis pas des bons moments depuis le début de la saison. Hein. Parce qu'en plus, t'es là chaque semaine. Et, et chaque semaine, soit tu vois pas Seattle, soit tu vois des défaites de Seattle. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant des victoires. C'est pas un très bon début de saison pour les Seawolves. On va regarder le classement. Parce que c'est important. Seattle ne jouait pas cette semaine, évidemment. Et les résultats n'ont pas forcément été positifs, même quand ils jouent pas. Non, même quand ils jouent pas, c'est pas positif. Non, en effet. Après, ça va être dur de dire que c'est la pire équipe de la ligue. Il y a Anthem, hein, malgré tout. Ceci dit, Anthem, ça fait des semaines et des semaines, ça fait depuis un an qu'on le dit. Ça n'a pas déclenché quelque chose. Hein. Même si, je rappelle, qu'on a tenté, on a été quelques-uns dans l'équipe à tenter la victoire d'Anthem face à Nola il y a 2 semaines, enfin il y a 10 jours. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on peut pas tout avoir. Miami qui l'emporte donc face à Houston et vous le voyez qui reste au contact, qui reste du coup à 5 points de Nola. C'était une victoire qui était importantissime pour les Sharks parce que sinon ils se retrouvaient à plus d'une victoire bonifiée de la 4ème place qualificative pour les playoffs. On refera le point évidemment, je vous le disais, au moment du classement, mais voilà, c'était une victoire importante, surtout que Nola avait mis une certaine pression en l'emportant face à All Glory. Le dernier match de cette 9e semaine, il est plus qu'important. Los Angeles face à Utah. Les Warriors face à Los Angeles qui sont très solides. En gros, la ligne de 3/4 de Los Angeles qui fait très mal, qui vient d'aller gagner à Houston face à la ligne de 3/4 de Utah.
qui fait très mal et qui reste malgré tout sur une défaite un petit peu sabordée face à New England. Vous voyez, les premières secondes, elles sont plutôt à l'avantage de LA avec un Rhys McDonald titulaire, et ça on va en parler bien sûr. Mais les premiers en action sont les chouchous des outsiders, les Utah Warriors, Léo Lila qui vient nous gratifier d'une magnifique passe au pied pour qui? Pour le roi Joe Mano, bien sûr. 6e essai de Joe Mano cette saison pour le meilleur marqueur, co-meilleur marqueur actuellement de cette MLR, mais pas pour longtemps parce qu'au quart d'heure, vous allez voir, ils vont voler cette touche au milieu du terrain. Kyle Brown va faire la différence, il va trouver Jordan Traynor et derrière le décalage est parfait. Et Mano va inscrire en coin son deuxième essai doublé, donc ça fait 7 essais pour le meilleur marqueur de cette équipe de Utah et de la MLR. Donc Joe Mano, vous le voyez, Utah va rajouter un essai de pénalité avant que LA ne finisse par se réveiller. Un essai d'Andruko d'abord, puis un essai de mix en puissance avant, juste avant la mi-temps. Ce petit coup de pied de Bertranou. Nick Ben, il fait dodo. Alors Rhys McDonald, il vient chercher le ballon. Le crochet sur Traynor et l'essai quasi entre les poteaux. On rappelle que si on marque entre les poteaux, c'est les 7 points directement. L'LA revient donc à la mi-temps 21-21, c'est mérité, mais dès le retour des vestiaires, eh bien, Utah va marquer par Lewila qui met une pénalité, puis par Liam Coltman, l'ancien lyonnais, encore un ancien lyonnais. On est à l'heure de jeu. À ce moment-là, LA remonte le ballon, vous le voyez, je vous ai mis la fin derrière parce que cette action était pas mal longue. C'est encore une fois un essai magnifique et c'est Ed Timpson qui l'inscrit, c'est Jensen qui vient casser la ligne de défense de Utah. LA est malgré tout à une bonne longueur parce que Utah rajoute un 5e essai d'abord avec Dylan Nell et puis derrière le dernier essai collectif signé Bradford qui permet donc à Utah de l'emporter 45-28 à Los Angeles. Utah qui s'était, je le rappelle, sabordé face à New England en menant 26-5 et qui s'était incliné 33-26 il y a 2 semaines face à New England avant d'être exempt, qui là vient de réaliser une opération plus qu'excellente bien évidemment avec cette victoire. On a vu, en plus on a tout vu, on a vu Lewila qui met 13 points dans ce match, qui est l'un des meilleurs marqueurs de la saison, un des meilleurs réalisateurs, qui fait des passes au pied magnifiques, qui est impressionnant au niveau de la botte, qui quasiment à 100%, qui trouve Joe Mano qui termine les actions magnifiquement avec son doublé. Et puis devant, Liam Coltman qui met un nouvel essai, la puissance de Dylan Nell, la puissance de Bradford pour inscrire les essais en force. Bref, Utah, cette équipe elle est complète. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là parce que les meilleurs joueurs étaient partis, parce que ils avaient perdu Caleb McKinney, parce qu'ils avaient perdu Paul Mullen devant, parce qu'ils avaient perdu Michael Manson, meilleur marqueur d'essai de la saison dernière, et espèce de mobilette qui court le 100 mètres en 10 secondes 30, et j'exagère à peine. Bref, voilà, cette équipe de Utah, on ne savait pas où elle allait, on ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Et pour l'instant, force est de constater que ça marche vraiment très bien. Et ça s'en ressent au niveau des résultats. D'ailleurs, la stat, elle est très importante. Cette stat, c'est le 3e match où Utah inscrit 45 points ou plus cette saison. Ils ont inscrit 45 points à Chicago, ils avaient gagné. Ils ont inscrit 55 points face à Nola, ils avaient gagné. Et là, donc 45 points encore à LA, ils l'emportent. C'est la seule équipe de MLR qui a 3 matchs à ce niveau-là. Il n'y a que Houston qui est à 2 derrière. Ensuite, il y en a quelques-unes qui ont 1, notamment Anthem, par exemple, voilà, pour vous dire. Et il y en a qui en ont même 0, qui ont jamais atteint ce total, notamment New England. Et d'ailleurs, au niveau des points marqués, c'est la meilleure attaque. 254 points marqués par Utah depuis le début de saison. Je peux vous mettre, si vous voulez, les petites stats, puisque je les ai sur le site de la MLR. Allez-y, si vous voulez, sur le site de la MLR, il est très très bien fait. Hop, je vous le mets là, vous le voyez. Ils sont devant sur pas mal de catégories, les joueurs de Los Angeles, oui. Mais voilà, au niveau points, 254 pour Utah, juste devant Houston et Los Angeles, justement. Utah qui a mis moins d'essais que Houston et LA, d'ailleurs, 36 à 35. Mais voilà, Utah est la meilleure équipe là-dessus. C'est l'équipe numéro 1 au niveau des turnovers. Et puis surtout, en individuel, je vous le disais, Joe Mano est le meilleur marqueur avec 7 essais, 1 de plus que Xavier Mignot. Et on a en plus Liam Coltman qui est à 5. Donc voilà, on a 2 marqueurs d'essais qui sont monstrueux. Et même quand ils ne marquent pas, et ben ça fonctionne bien parce que Joe Mano, il n'avait pas marqué depuis la 3e semaine, donc le 2e match de Utah. Ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas marqué.
Mais voilà, il fonctionne en série, Jomano, on le sait. Je vais m'arrêter quelques secondes sur Christian Lealifano parce que c'est très très important d'évoquer Lealifano, qui est arrivé, vous le savez, cet été, l'international australien, qui est le meilleur marqueur et le meilleur réalisateur actuellement avec 56 points. Il est devenu, grâce à ce match, eh bien, le meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de l'équipe de Los Angeles. Alors, évidemment, la franchise elle existe depuis l'année dernière. C'est pas bien difficile, surtout que l'année dernière, il prenait des pilules. Mais voilà, c'est quand même une perf. Alors, Anthem est premier en quoi? Alors attends, je me stoppe là-dessus parce que il faut que j'aille voir. Anthem est premier en quoi? Ah oui, non mais t'inquiète pas. Non, non, t'inquiète maintenant ils sont premiers en turnover. C'est l'équipe qui perd le plus de ballons. C'est assez cruel. C'est assez cruel de mettre ça. Ils en ont 137 contre 126 pour All Glory qui est deuxième. Donc bon bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est assez phénoménal. Et vraiment le site au niveau des stats est plutôt bien fait. C'est hyper intéressant à aller regarder. Je vous invite, hein, c'est gratuit. Il faut juste se connecter et puis derrière c'est bon. Comme d'ailleurs pour suivre les matchs, hein, si vous ne le savez pas, The Rugby Network, c'est gratuit. Il faut juste créer un compte et vous avez tous les matchs de la MLR gratuitement, en direct évidemment, mais en replay aussi. Du coup, je suis toujours sur les stats parce que je suis en train de regarder, hein. 4394 mètres parcourus par LA depuis le début de saison, c'est monstrueux. Ils attaquent de partout. De toute façon, ils relancent de partout. C'est assez phénoménal. Et ça se ressent, voilà, au niveau du jeu. On voit au niveau du jeu que c'est comme ça. C'est leur marque de fabrique. Et ça fonctionne très bien, il faut le dire, ça fonctionne très bien. Je vous le dis, Léa Lifano, meilleur réalisateur, il est à 25 sur 27 actuellement au niveau du but. C'est un très bon ratio, c'est plutôt pas mal. Et il va évidemment continuer d'augmenter, même si Robertson de Glory est juste derrière 54. Lewis, là, j'en parlais, de Utah est à 53, donc ça reste très très serré. Christopher Lisenbeck, le joueur de Chicago, est à 42, il est 5ème. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il est dans le groupe élargi de l'équipe américaine. Lui qui est un ancien joueur de l'équipe d'Allemagne, qui ne joue plus avec l'équipe d'Allemagne, est sélectionnable avec les États-Unis. Et cet été, eh bien, les Américains ils vont jouer la Belgique et l'Écosse, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ils ont annoncé le groupe élargi et Chris Hildenbeck en fait partie avec Nate Oxberger, Dylan Fawcett, évidemment, avec Joe Mano, bien sûr, pour Utah. Et il y a une très très belle équipe américaine qui sera, je pense, pas mal à suivre du côté des tests de cet été. On va faire le point sur les résultats. Du coup, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Actuellement, voilà, les succès donc de New England face à San Diego, 39-12. Nola, 51-29 face à Old Glory. Je sais pas du tout 51-29. Si, c'est 51-29. Je pense que je me suis trompé dans ce score, non? 50... Ah non, c'est bien ça. Non, non, c'est bien 51-29. Donc je fais des bons trucs et puis en plus je me trompe. 31-22 pour Miami, 45-28 pour Los Angeles, pour Utah à Los Angeles et Chicago 28-20 face à Anthem. Les matchs seront aux States. Les matchs seront aux États-Unis. Et alors, on va regarder ça tout de suite. C'est déjà annoncé. Je crois que en plus, ils ont un petit peu, ils ont pas mal de trucs ensemble parce que. Alors non, je me suis trompé. Ils jouent pas l'Écosse, ils jouent l'Angleterre. Le 5 juillet, ils vont jouer la Belgique à Charlotte. Comme ça, Charlotte verra peut-être une victoire. La semaine d'après, toujours à Charlotte, ils vont affronter l'Espagne. Ça, c'est un match qui est très important, hein. Je vous rappelle que les Américains face à l'Espagne, c'est les équipes à peu près qui doivent taper, hein, aujourd'hui. C'est sensiblement du même niveau, même si je pense qu'aujourd'hui l'équipe espagnole est au-dessus. Et le 19, ils vont affronter l'Angleterre, alors que les filles, elles joueront les Fidji, ce sera à Washington. Les filles qui seront en pleine prépa évidemment de la Coupe du Monde. Les Américains, ils n'y sont pas encore, hein, en 2027. La Pacific Nations Cup à la fin de l'été devra leur permettre d'essayer de se qualifier. Mais il va y avoir des matchs intéressants. Et on aimerait bien pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Je ne peux pas en dire plus de toute façon parce que rien n'est acté, mais je ne vais pas vous cacher que la diffusion de ces matchs-là serait plutôt intéressante. Donc voilà.
Merkler qui défonce les premières lignes adverses. Oui, c'est vrai, Joël Merkler, qui a toujours pas joué avec l'équipe d'Espagne, hein, qui est toujours sélectionnable avec l'équipe d'Angleterre, hein. Joël Merkler peut devenir pilier de l'Angleterre. On ne lui souhaite pas, bien sûr. Bon, après, il joue en France de toute façon, donc aujourd'hui, il peut pas jouer avec le 15 de la Rose, mais évidemment, on ne lui souhaite pas. On l'apprécie trop pour ça. Évidemment, on ne veut pas le voir. Et oui, alors Max, j'ai vu ta question. Un joueur peut jouer avec une autre équipe nationale. Oui, il faut quelques années. Il faut que tu n'aies pas joué avec ta sélection. Oh, j'ai plus les chiffres parce que ça a changé récemment. Je crois que c'est 5 ans. Je crois que c'est 5 ans sans avoir joué avec ta sélection. Et après, tu peux être appelé avec une autre sélection. Alors, Isenbeck, il n'a pas particulièrement la nationalité américaine. C'est juste que ça fait des années qu'il joue avec des sélections, des équipes aux États-Unis, puisqu'il a joué aussi à Atlanta, qui est d'ailleurs l'ancienne équipe de Los Angeles. Enfin, la franchise d'Atlanta a été délocalisée à LA maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que Chris Hilsenbeck fait partie de ce groupe élargi. Et je vous avoue que j'ai été particulièrement surpris de ça, hein. Mais du coup, je suis allé me renseigner. Et c'était bien ça. C'est bien ça, il est bel et bien dans le groupe élargi. On va aller sur les classements maintenant, parce que ça a un petit peu changé. Matt Nock, je suis désolé, tu vas pleurer, mais Seattle, qui a donc un match en moins par rapport à tout le monde, sauf Utah, est évidemment toujours dernier de cette conférence Ouest et bien sale posture parce que 9 points de retard sur Los Angeles, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, même avec un match en plus à jouer. C'est très serré par contre derrière, 28 points pour Houston, 26 pour Utah, San Diego, Los Angeles 24. Je rappelle qu'il y a un San Diego-Utah ce week-end qui va être assez sympa à suivre. Donc voilà, cette conf Ouest, elle est pas près de bouger. 2 victoires bonifiées, c'est bon. Ouais, tu vas nous faire des paris à l'Adrien Abadi sur Anthem, toi, ça va pas loucher. Bonsoir à Zoreo, j'avais pas vu que tu avais répondu à Max et tu découvres la chaîne, bah bienvenue à toi. Euh, alors, ELF, là je suis un petit peu perdu. European League of Football, est-ce qu'on parle de foot US, tu veux dire? Parce que le LF, je vois que ça. Oui, Matnock, je vois que tu t'as tilté sur la même chose. Est-ce qu'on parle de ça? Le LF, c'est quelque chose dont on aimerait bien parler. Mais alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de spécialistes foot US pour l'instant. Pas évident. Pas évident, mais on suit évidemment les Musketeers, bien entendu. On a eu la chance d'être invité à leur conférence de presse après c'était pas leur première, si c'était pour leur première saison, avant leur première saison, et ça avait été très très cool. D'ailleurs, on avait la chance d'avoir notre photographe Gauthier qui était là. Je sais que tu es dans le chat, Gauthier. Donc, qui avait pu faire de belles photos à Jean-Bouin, et lui, le supporter du Stade Français. Ça lui avait fait très plaisir d'aller au milieu de la pelouse de Jean-Bouin pour faire des photos. D'ailleurs, je les attends toujours. Voilà. Le message est passé devant tous les gens qui sont là. Je te mets la pression. Mais oui, le LF est une super compétition. Moi, personnellement, sans être un immense fan de foot US, c'est une compétition que j'adore. On n'a pas encore les gens pour en discuter, mais si tu as des propositions de ce Real, on est preneur. On est tout à fait preneur. Donc pourquoi pas. En plus, c'est l'été, c'est sur la fin de la MLR. Ça nous permet d'enchaîner sur autre chose. C'est toujours ça. Merci Elsa de mettre la pression. Alors les photos d'Alizé Cornet, je pense qu'elles ont disparu, hein. Je vais vous rappeler cette anecdote parce que ceux qui sont là évidemment ne la connaissent pas. Je suis obligé de la raconter, mon Gauthier. On a discuté du tennis pour ceux qui ne le savaient pas les 2 dernières années, en 2023-2024. Et en 2023, on est au Trophée Clarins, qui est un tournoi qui se dispute au Lagardère Paris Racing, donc dans le bois de Boulogne, à 10 jours, 2 semaines de Roland Garros. Donc on est sur un tournoi qui est important en vue de Roland Garros pour les joueuses qui sont classées entre la 30e, 50e et la 150e place mondiale. Il y a des derniers points à prendre, il y a des réglages à effectuer parce qu'on est dans le cadre idéal pour préparer Roland. Et voilà, c'est un tournoi sur terre, hein, évidemment. Et on est sur place, évidemment, comme tous les jours pour diffuser et pour faire du contenu sur place. Et Gauthier, notamment, est là en tant que photographe. On est au match d'Alizé Cornet. Et ça commence très bien, puis ça se tend chez Alizé. Ça se passe moins bien. Elle se fait débriquer, etc. Donc ça va plutôt mal. Et malheureusement, il fallait bien qu'elle se calme sur quelqu'un. Donc Gauthier, qui était au bord du cours en train de faire des photos,
Il s'est pas pris un tir, hein. Il s'est pas pris un tir, mais bon, Alizé Cornet a dit j'ai pas envie d'être prise en photo maintenant, en s'énervant, et du coup le pauvre Gauthier est revenu s'asseoir à côté de nous, la mine un peu basse, et il a repris des photos un petit peu après quand même. Mais voilà l'anecdote Gauthier avec Alizé Cornet, il m'en parle encore 2 ans après. Elle l'a un peu traumatisé, je crois. Voilà, c'était la petite anecdote, la petite histoire du soir. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle a pas plu du tout à Gauthier. Je sais que maintenant tu adores l'entendre parce que tu l'as déjà entendu un paquet de fois. Mais voilà, c'est notre petite histoire. On a tous de toute façon des histoires, hein, sur le terrain, avec des joueurs, des joueuses, des athlètes, ou des membres de staff, etc. Oui, alors ça va, c'est Alizé Cornet de Zoreo. On est d'accord que si tu fais ça à un linebacker, je pense que Gauthier aurait même pas sorti l'appareil photo si le linebacker avait été énervé. Alizé, on peut tank, mais un défenseur de foot US, non, un défenseur de foot US. Après, Gauthier, je pense il a aucune chance, je pense. Mais bon, après, Gauthier est ancien rugbyman, hein, donc peut-être qu'il a les capacités physiques de casser un linebacker, on sait pas. Un defensive line, nous dit Matt Knock. Bref, voilà pour la petite histoire. On va aller quand même rapidement sur le classement de la conférence Est parce on l'a pas encore fait. Et là aussi, il y a du nouveau parce que eh bien, New England désormais s'empare de la deuxième place, juste devant Old Glory, enfin juste devant avec 3 points d'avance quand même, grâce à leur victoire bonifiée. Old Glory qui n'a pris qu'un point. Euh, Chicago prend le large désormais, hein, puisque évidemment ils ont pris plus de points que tout le monde sur cette. Enfin, ils ont pris plus de points qu'Old Glory surtout. Donc 6 longueurs d'avance sur New England pour Chicago, qui doit encore aller jouer sur le terrain des Free Jacks, certes, mais qui a donc une large marge, qui a 16 points d'avance sur Miami à 8 matchs de la fin désormais. Ça devrait le faire de toute façon pour la qualif, évidemment. Mais voilà, même pour la première place, au moins pour les 2 premières places, ça sent plutôt bon. Ils ont 9 points d'avance sur Old Glory. Ils iront à DC également. Mais voilà, on ne se fait pas trop de soucis pour Chicago qui devra aussi accueillir Nola. Ce qui est très important, c'est de voir que Nola justement revient à 2 longueurs de DC. Ça va être serré pour les 3e, 4e places. Parce que Chicago ou New England vont certainement aller chercher les 2 premières, hein. Je pense pas que New England soit rattrapé par Old Glory et Nola. Chicago semble déjà trop loin. Donc je pense qu'on a déjà verrouillé les 2 premières places à l'Est. Reste à voir qui finira 3e entre Old Glory et Nola. Il y aura peut-être un choix à faire, hein, parce que est-ce qu'il vaut mieux aller à Chicago ou à New England? Je sais pas. Mais en tout cas, ça va se battre. Et puis Miami est à 5 longueurs encore. Miami est encore là. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas pour Miami? Mais il est évident que ils traîneront comme un boulet cette défaite lors de la première journée face à Old Glory, parce que normalement, sans cette erreur après la sirène face à Old Glory, bah, ils ont 3 points de plus. Ils ont 3 points de plus et Old Glory a quelques points en moins. Donc il serait 5e aujourd'hui. Mais, mais il serait 5e avec beaucoup moins de points de retard. Merci à GG Akira qui nous a suivis. N'hésitez pas, tous les autres, ceux qui ne l'ont pas fait, à nous follow, bien sûr, la petite cloche pour avoir les, la notif quand on part en live. On est là de toute façon tous les mardis à 20 h. Aujourd'hui, c'est exceptionnel avec la Ligue des Champions, bien sûr. Mais la semaine prochaine, on reprendra nos habitudes. Le programme du week-end qui arrive avant de nous quitter, ça va commencer dès vendredi parce que la semaine prochaine, ça devient le bordel. Donc, on va commencer un week-end de MLR dès le vendredi avec Anthem New England et Seattle Chicago. On aura All Glory Miami, Houston Nola, ça va être un gros match. Et j'en parlais donc le San Diego Utah. Ouais, il y a des matchs qui sont très sympas. Bon, on va pas jouer Anthem, hein, ça je vous le dis. Je suis pas sûr qu'on joue Seattle non plus face à Chicago, quoique Seattle a pu se reposer, Chicago a joué dimanche soir. Ça va forcément compter, évidemment, au niveau des organismes. Et Seattle a un petit peu moins le choix que les Hounds, évidemment. Il faut gagner. J'en profite évidemment pour vous dire que on espère, c'est encore à finaliser. Donc je prends d'immenses pincettes devant les quelques personnes qui restent encore et qui sont encore là sur cette fin d'émission. Pour vous dire que normalement, on devrait pouvoir diffuser un de ces 5 matchs en différé lundi soir prochain. Voilà. Ça se passe plutôt bien avec la MLR, donc normalement, on aura le droit de diffuser chaque semaine un match, exactement comme le fait Sport en France d'ailleurs. Un autre, évidemment, parce que l'idée c'est que vous puissiez voir un maximum de matchs, vous comme nous.
Et du coup, on espère que vous offrir 2 rendez-vous, le lundi, mardi avec la MLR, un match le lundi et le MLR Show le mardi soir. Voilà. Je encore mets des pincettes parce que rien n'est encore acté. Mais voilà, les nouvelles se sont avérées plutôt bonnes du côté de la MLR et ils sont plutôt contents de ce qu'on fait. Donc c'est très cool. Ça nous fait bien plaisir. Je vous remercie évidemment à vous d'avoir été présents. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Vraiment un bonheur sans nom. Vous avez posé des questions, ça fait toujours plaisir. Même si je suis tout seul et que j'ai parlé un petit peu tout seul pendant 50 minutes, voire 1 heure, c'était bien d'avoir ces petites questions et de pouvoir en savoir un petit peu plus sur certains, hein, pour Arata Fan Club par exemple, qui je l'espère sera encore là la semaine prochaine. Et puis tous les autres, Soréol notamment. J'espère que tu reviendras, même si on ne parlera pas forcément d'European League of Football. Mais on va parler de plein d'autres choses évidemment sur les Outsiders TV. Il n'y a pas que du rugby. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner de toute façon. L'émission sera en replay sur YouTube, vous en avez l'habitude. Des petits extraits sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, je vous le disais, mardi prochain à 20h comme d'habitude, on reprendra le fil normal. Et peut-être lundi prochain, suivez nos réseaux, Twitter, TikTok, Insta. On espère vous annoncer un petit match. Mes amis ne sont pas là, mais on va quand même se quitter comme d'habitude, vous le savez, avec l'hymne américain, bien entendu. Très belle soirée à vous, et à la semaine prochaine. What's so proud?